s'appelle les incultes. En gros, on va tous parler en fait. Il va y avoir plusieurs tableaux, donc plusieurs sujets abordés. On va d'abord commencer par se présenter, on va parler un peu de l'école, on va parler aussi de domination et finir par l'émancipation. Et en fait, chacun va raconter un petit peu une petite anecdote liée à chaque fois au thème. Et après, on vous passera le micro si vous avez envie, vous aussi, de raconter quelque chose sur ce sujet-là, si ça vous a inspiré. Alors je ne sais pas pourquoi je m'appelle Sébastien. Ce que je sais, c'est que si j'avais été une fille, je me serais appelée Sarah. Et mon frère, il s'appelle Cédric, et si ça avait été une fille, il serait appelé Carole. Donc je pense que je suis né l'année des S. Mes parents, mon père, il était prof de maths. Après, il est devenu ingénieur. Ma mère était ingénieure, elle a eu une longue période de chômage. J'ai des grands-parents qui étaient de classe très populaire. J'ai un autre grand-père qui était militaire. Donc des mélanges un peu de classe sociale et de parcours entre ma famille maternelle et ma famille paternelle. Il y a une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on parlait politique à la maison? Alors moi, ça parlait pas politique à la maison. Par contre, ça criait. Ça criait beaucoup politique, ça s'engueulait politique. En fait, on se retrouvait avec mes grands-parents paternels une fois par an. Et il y avait eu des tables cassées, des grosses engueulades, on se parlait plus pendant un an et demi. Et en fait, quand j'étais jeune, pour moi, la politique, c'était ça. C'était des engueulades. Et pendant presque 30 ans, enfin, jusqu'à mes 31 ans à peu près, je me suis dit que la politique, je ne voulais pas en entendre parler, que ça ne m'intéressait pas, et que voilà, c'était que de la merde. Et ça, c'était jusqu'à mes 31 ans. Alors, moi, je m'appelle Amélie. Donc Amélie, pas grand chose à raconter là-dessus. Si j'avais été un garçon, je me serais appelée Cyprien. Donc je suis bien contente d'être une fille. Voilà. En ce qui concerne ma famille, moi je suis née d'une mère qui était de Sarcelles, Paris-Goth, banlieusarde. Et elle était née d'un grand-père, mon grand-père ouvrier, et ma grand-mère secrétaire couturière, donc voilà, origine modeste, mais Paris-Goth, on est parisiens. Mais du côté de mon père, je dis ça parce que du côté de mon père, c'est des Normands. Des Normands, pure souche, qui n'ont pas vu grand-chose d'autre. À ouvrier agricole chez le grand-père et rien chez la grand-mère, dans le sens où elle a rien fait de sa vie, vu qu'elle a fait 11 enfants, la vieille. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup de sous, hein. C'était la campagne, il n'y avait pas trop les lecs, je crois. Tout ça, ça veut dire que c'était un milieu modeste et que mes parents, ils s'en sont bien sortis dans le sens où ils ont l'ascension sociale. C'est les seuls de la famille à avoir fait des études. Mon père, pour avoir la possibilité de faire des études, il avait le choix entre être gendarme, être curé ou être instit. Parce que c'était les trucs gratuits, quoi. Et il a choisi d'être instit, ce qui veut peut-être dire quelque chose. Et à la maison, nous, on habitait en campagne encore, et mes parents, en tant qu'instit, c'était quand même des gens bien dans le village. C'était le directeur, c'était le conseiller municipal, ils se sont mis dans tous les clubs de tennis, de théâtre, de poterie, de tout ce que tu veux et tout. Ça s'occupait bien, mais ça parlait pas politique, ça parlait pas beaucoup d'ailleurs, mais ça faisait beaucoup. Et c'est là où j'ai grandi. Voilà. Donc moi je m'appelle Catherine, du moins c'est ce que oh non, en fait c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je m'en suis rendu compte que je m'appelais Catherine au moment où j'ai appris à lire. Parce qu'avant, je croyais que je m'appelais Catherine. Et parce que, je suis une fille très flaise et c'est toujours ce que j'avais entendu.
Et chez moi, on parlait politique à la maison. Pour ceux qui connaissent Tréflez, souvent, alors on ne connaît pas, hein, c'est dans le Nord Finistère, et on connaît mieux les dunes de Kéréma. À côté de Ploescat, machin, enfin bref, c'est une longue étendue de dunes assez jolie au bord de mer. Et en fait, avec des beaux châteaux, des manoirs, des grandes maisons tout le long de cette longue dune. Et moi, je venais de Tréflez, l'arrière-terre en fait, et nous on parlait politique parce que en fait quand j'étais petite, mon père avec des copains, leur but c'était de quelque part de chasser les châtelains qu'on les appelait, donc les gens de Kéréma, du pouvoir politique parce qu'en fait ils étaient maires depuis toujours dans la commune de Tréflez, s'accaparaient les terres, se les récupéraient entre eux, etc. Et c'était quelque chose qui nous bougeait beaucoup et qui était vachement chouette, que j'aimais beaucoup faire avec mon père, aller dans les bistrots, voilà, essayer à chaque fois qu'il y avait des élections pour la mairie, alors on essayait, puis après mon père est rentré dans l'opposition à Tréflez, il a fini par être adjoint au maire, etc. Et donc à virer toute cette équipe, voilà. Et donc chez nous, ça parlait pas mal politique à la maison. Bonsoir, je m'appelle Yann. Je m'appelle Yann parce que mes parents souhaitaient un prénom breton, mais pas trop, parce qu'ils m'ont jamais appelé Yann. Donc s'ils avaient vraiment voulu que ce soit breton, ils m'auraient appelé comme ça. Moi, on parlait politique à la maison. Moi, j'aimais beaucoup écouter quand on parlait politique, et très jeune, j'ai commencé à parler aussi à ces moments-là. Ça rendait assez fiers mes grands-parents. Mes grands-parents, ils étaient militants socialistes. Dans le bureau de mon grand-père où je faisais mes devoirs le mercredi matin, il y avait une photo de Mitterrand, et mon grand-père était très fier de ça, des victoires du PS à la présidentielle, ici, avec Francis Leblé. Et je sentais vachement enthousiaste quand il parlait des années 80 et des années 70 du PS. Je sentais un peu moins d'enthousiasme quand il parlait des années 90 du PS. Et mes parents, avec mes parents, on parlait politique aussi, quand il y avait des amis. Par contre, on ne parlait pas des partis politiques. Mes parents, ils n'avaient pas suivi mes grands-parents à être militants du PS. Et donc, on parlait politique, mais pas des partis. Et ça s'est terminé même par ma grand-mère à une élection présidentielle qui n'a pas voté PS et qui avait voté Lutte ouvrière. Bonsoir. Moi, je vais commencer par ma famille parce que je me dis que quelque part, ma famille, on pourrait presque faire une recherche peut-être dans quelques années archéologiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi aussi, c'était du côté de Paris, enfin, même complètement à Paris. Et mes deux grands-pères, c'était des loulous, quoi. Ils n'avaient pas vraiment de papa suite à l'histoire de la guerre, tout ça. Mais ils ont réussi à trouver du taf grâce à la nationalisation de tout ce qui était autour de la fourniture de l'énergie. Voilà. Je n'ai pas tellement envie de vous faire le couplet EDF, tout ça, parce que je ne suis pas trop pro-nucléaire, mais par contre, c'est vrai que cette grosse nationalisation a permis à une période de développer beaucoup d'éducation populaire auprès du monde ouvrier. Et dans ma famille, on en a vraiment bénéficié au niveau des loisirs, des vacances, tout ça, théâtre, enfin voilà. Et puis ils ont découvert la politique aussi là-dedans, le communisme beaucoup, le syndicalisme à fond. Et ça parlait politique dans les repas de famille et c'était assez folklore, tout le monde s'engueulait et pourtant tout le monde était d'accord.
Donc moi, ce que j'en ai gardé, c'est cette ferveur que dans la politique, il y avait de la passion. Et moi, je regardais ça avec mes yeux de gamine et ça me plaisait bien. Voilà. Et puis moi, là-dedans, mon prénom vient de là aussi, parce que j'ai hérité d'un prénom qui vient d'un poète communiste. Je m'appelle Ariane, donc ça vient d'une chanson de Jean Ferrat. Voilà, et pour sortir un peu de tout ça, j'ai une petite anecdote sur mon prénom. Je suis née le 19 juin 1981. Et c'est le jour où la première fusée Ariane a réussi à décoller. Voilà. Et ça n'a rien à voir. Alors moi je m'appelle Catherine Jacob, donc pour ceux qui connaissent la comédienne, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi je m'appelle comme ça, mais en tout cas on m'appelle pas souvent Catherine finalement. J'ai plein de surnoms à longueur de temps. Alors, des fois je me bagarre pour conserver mon prénom, puis des fois je lâche et des fois ça me plaît. Oh, bref. Alors moi on parlait politique à la maison, mais de droite, contrairement à mes collègues. Donc famille de paysans, et c'est les hommes qui parlaient politique en plus. Et moi je parlais pas politique, j'écoutais. Et c'était une famille catho en plus, pratiquant. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi mes parents sont de droite? Je comprends pas en fait. Dans ce qui se passe pour de vrai dans la vie de tous les jours, c'est chouette, il y a vachement de solidarité, beaucoup d'entraide, c'est des chouettes valeurs. Et en fait, non, ils votent à droite. Et donc, je pense à l'adolescence, où j'identifie pas bien, mais je comprenais pas. Je dis, mais d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi mes parents votent à droite ou ma famille vote à droite. Bon, bref. Alors, c'est marrant, mais peut-être que je me suis construit moi, plus sur des valeurs de catho. Bon, alors que je suis plus du tout croyante et tout ça, mais voilà. Et en tout cas maintenant ce qui se passe, c'est que bon, tout le monde sait que je suis à gauche, bien à gauche, et en repas de famille c'est assez drôle quand même, parce que des fois je mets un bémol, c'est-à-dire oui bon, moi je suis à gauche quoi. Et donc ça calme tout le monde quand même quand je fais cette petite précision. Donc on passe au prochain tableau qui est l'école. Alors moi j'ai plutôt aimé l'école, j'aimais bien en fait, j'avais des copains, des copines, etc. Par contre il y a quelque chose, c'est que j'étais incapable de prendre la parole en classe. Donc j'avais des stratégies pour qu'on me remarque le moins possible, pour que le maître oublie que je suis dans la classe. Donc souvent je me mettais plutôt au milieu, sur le côté, et voilà, j'étais assez calme, je restais plutôt réservée. Je savais que j'étais très rouge dès que je prenais la parole, donc je voulais éviter ça à tout prix. J'avais beau par exemple connaître ma poésie par cœur, j'aurais jamais levé le doigt pour aller réciter ma poésie, un truc impossible, pas possible. Donc voilà, l'école, c'était à chaque bulletin scolaire, le truc de la bonne élève, machin, mais qui n'a pas... dommage, on n'a pas entendu le son de sa voix, devrait prendre la parole, devrait, je sais pas, ne participe pas assez à l'oral, voilà, c'est ça le truc qui revient, etc. Donc moi, voilà, j'ai plutôt aimé l'école, même si j'ai été très frustrée aussi par l'école. Et en tout cas, ce que ça m'a laissé, c'est la certitude que jamais je ne serai devant vous en train de parler avec un micro. Voilà, ça c'est sûr. Moi j'ai beaucoup aimé l'école. Pour plusieurs raisons. La principale, c'est quand même que j'avais plein de copains, et ça c'était quand même vraiment chouette. Ça valait le coup de courir vite et de jouer au football. C'était un bon moyen de se faire des copains. J'ai aimé l'école aussi parce que c'était facile, non pas que je sois brillant, c'est pas le cas, mais parce que
Mais parce que j'avais pas trop de pression, ma famille elle me mettait pas la pression d'avoir des très bonnes notes. Et moi je me mettais pas non plus cette pression-là, donc c'était assez facile d'avoir 12 toute ma scolarité. J'ai aimé l'école aussi parce que rencontrer Camus en troisième, c'est plutôt chouette. Et puis Bourdieu et Marx en seconde, en SES, je me disais, ah bah ouais, c'est ça. Et puis j'ai beaucoup aimé l'école aussi sur la fin parce que j'étais en fac de STAPS, fac de sport, et on a fait une super grève. C'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien parce que je me suis beaucoup amusé. J'étais assez fier de ce qu'on faisait. Ça m'a permis de lier des liens hyper forts avec les gens avec qui j'étais à la fac. Et puis j'ai beaucoup appris pendant la grève. J'ai appris à m'exprimer devant des gens. Et donc c'est grâce à l'école, sans doute que je suis là, et grâce à la grève aussi. Bah ouais, c'était chouette l'école, super. Moi j'avais pas tellement de problèmes, j'étais une bonne élève, tout ça. Et puis en réfléchissant à ce que j'aurais pu vous raconter sur l'école, je me suis rappelé d'un truc quand même qui m'a fait du mal. J'étais en troisième. Alors en troisième, la directrice de l'école a trouvé sympa de me coller un règlement intérieur qui imposait pas mal de restrictions et notamment sur les fringues. Et alors bizarrement, ça s'attaquait forcément aux nanas parce qu'il s'agissait de la jupe, de la longueur de la jupe. Elle trouvait que trop de filles portaient des jupes trop courtes et donc il fallait rallonger la longueur de nos jupes. Voilà. Alors moi, ça m'a pas plu. Petite vexation, je me suis retrouvée dans le bureau de la directrice à cause d'une jupe un peu trop courte, enfin voilà. Et ça m'a tellement gonflé que je me suis dit, allez j'y vais, je monte une pétition. Alors j'ai rédigé ma petite pétition, j'avais quand même épluché tout le règlement intérieur, voir tous les trucs finalement on s'y collait pas. Et puis, fort du soutien de ma mère, qui m'a permis de ne pas rentrer à la maison le midi, de pas manger du tout, j'allais au self le midi, sur toutes les tables, faire signer ma pétition. Enfin voilà, j'ai jamais parlé autant de monde dans cette école, enfin bref. Voilà, et donc j'ai pris rendez-vous avec la directrice armée de ma pétition. J'ai dû avoir... je sais pas, les 2 tiers de l'école peut-être. Et donc j'ai posé mes revendications, enfin nos revendications du coup. Et puis elle a été très courtoise, point par point. Eh ben, elle m'a dégagé. Voilà. Mais très courtoise. Et j'ai pas su quoi répondre. Voilà, je suis repartie. Et donc, finalement, je me dis, en réfléchissant à cette anecdote, que ce que j'ai tiré ce jour-là de l'école, c'est un couac dans le système. Parce que d'un côté, on avait des cours d'histoire, de vrai, la Révolution belge, toutes ces histoires, Marx, tout ça, l'éducation civique, on nous faisait chanter la Marseillaise et tout ça. Et puis finalement, quand on avait envie de dire quelque chose, de s'emparer de ça, voilà, il fallait se taire. Alors moi j'ai bien aimé l'école. J'ai bien aimé l'école jeune, j'ai fait des longues études, ingénieur comme mon père. Et j'ai surtout beaucoup aimé l'école à partir de 31 ans en fait, quand j'ai repris l'école. Parce qu'à 31 ans, je me suis dit, tiens, je vais reprendre des études en sciences humaines et sociales pour découvrir un peu les choses de la société, comment elle fonctionne. Et moi, j'avais besoin de ces connaissances, de comprendre comment marchait la société, un peu le fonctionnement de la sécurité sociale, plein de choses comme ça, pour pouvoir ouvrir la parole devant mon grand-père. Et parce que mon grand-père, je ne parlais pas politique, parce que j'aimais pas ça, mais parce que lui, il connaissait plein de choses, et que moi, j'y comprenais que dalle.
Et moi, l'école, ce qu'elle m'a apporté, c'est cette connaissance, ce savoir qui m'a permis, il y a 2 ans, pour la première fois, d'ouvrir la parole devant mon grand-père. Et depuis, je m'intéresse vachement plus à la politique. Prochain tableau, je passe la parole à Amélie. Alors là, on va parler un petit peu d'autre chose, d'un mot que moi j'appelle un gros mot. C'est la domination, ou les dominations. Et moi je vais vous parler d'une domination un peu particulière qu'on appelle d'un mot qui est bien plus répandu, qui s'appelle le racisme. Et je vais vous parler d'une petite anecdote qui s'est déroulée quand j'avais 20 ans. Qui est... C'est vieux, mais... On parle quoi. Et c'est là où moi j'ai pris conscience du racisme en fait. J'étais avec une copine qui avait mon âge, on était donc en première année de fac et elle était noire. Et voilà, toujours. Je la connais plus, mais ouais, elle s'appelle Marie-Sylvie. Et donc Marie-Sylvie, elle est noire, et on est dans la rue, et on sort de la boulangerie, on s'est acheté une baguette, normale. Et on sort dans la rue, et on popote, voilà. On papote, et il y a un gars qui passe, et qui lui jette à la figure, comme ça, qui lui dit « Ah, et ça mange le pain des Français. » Et en fait, moi, c'est juste là où j'ai pris conscience de ce que c'est que le racisme, parce que je l'ai vraiment vécu, en fait. Même si j'étais pas dans la peau de ma copine, c'était comme si. Et le racisme, c'est vraiment quelque chose qu'on entend en parler. Hein. C'est pas bien d'être raciste, on n'est pas raciste, on en entend parler à l'école. Mais souvent, tu sais. Mais j'ai des amis, tu vois. Et là, moi, je m'en suis vraiment rendu compte de ce que c'était. Et c'est là où j'ai pris conscience de cette domination qui est le racisme aujourd'hui, depuis longtemps. Voilà. Et je vais passer la parole à la prochaine. Alors moi, c'est une domination que je... on va dire que j'ai pris conscience à l'école. Donc j'étais petite, à l'école primaire. Et dans ma classe, il y avait Gwenaëlle Théoden. Et Gwenaëlle Théoden, c'était la fille du médecin. Donc la fille du médecin, elle était jolie, elle était très bonne à l'école, elle était très bien habillée, toujours à la mode et tout ça. Elle allait au concert, elle allait au cinéma, elle lisait des livres, elle était bien coiffée, enfin bon, bref. Et moi en fait j'avais pas vraiment tout ça. Et je voyais bien que dans la cour de l'école ou dans la classe, sa parole avait un poids qui était différent du mien. Et c'est aussi, je pense, en lien avec la situation familiale, où quand même, famille de paysans, la place de la femme, c'est pas non plus toujours Jojo. Et en tout cas, je me suis dit, bah mince alors, moi je crois que je suis pas arrivée dans la bonne classe sociale, quoi. Et je me suis construit un peu sur ce truc-là, où, petites gens, un peu un truc comme ça. Et puis, alors c'est un mot que je dis un petit peu, c'est un peu la plouquitude, quoi. Et donc je me trimballe ma plouquitude depuis des années. Alors je me soigne, hein, tout ça, ça va mieux. Hein, mais il y a un petit fond de plouquitude quand même qui reste, quoi. C'est la classe sociale, bien sûr. Alors moi, la domination, je m'en suis rendu compte, mais dans l'autre sens. Il y a quelques années, je travaillais dans les directions financières. Ouais. Je travaillais dans les directions financières et au début, ça me plaisait bien en fait. J'étais bien payé. J'avais un job où en fait je mettais en place des outils informatiques pour simplifier et améliorer le travail des gens. Les gens étaient plutôt contents dans les différentes antennes, donc ça se passait, c'était cool. Et puis bon, le temps il a passé un petit peu, et puis les gens qui étaient super contents, ils se sont fait virer, parce qu'on n'avait plus trop besoin d'eux.
Moi par contre, j'ai grimpé hein, parce que moi on avait vraiment besoin de moi parce que voilà, mon travail il servait à dire les autres. Donc j'ai commencé à me dire qu'il y avait un truc qui clochait, qui était un peu bizarre. Et puis je m'en suis rendu compte dans ma vie personnelle aussi, parce que dans ma famille, il y avait des gens qui, mon grand-père, ma grand-mère, qui trouvaient que j'avais réussi. J'étais dans la famille celui qui avait réussi. Mon petit frère, il voulait être comédien, il est comédien d'ailleurs. Voilà, c'était pas un vrai job quoi. Et on n'était pas vraiment traités de la même façon dans la famille. Et là j'ai eu l'impression que mon job définissait un peu la place que j'avais, que ça me donnait un certain pouvoir, une certaine place de dominant. Et c'est là où j'ai pris conscience en fait de cette réalité de domination et où j'ai décidé de changer ça en fait. Alors moi je voulais parler de domination masculine et disons en fait pendant longtemps moi j'ai pensé que en gros il y avait peut-être à lutter pour les femmes qui vivaient ailleurs mais ici tout allait bien. J'ai grandi dans cette idée, j'avais l'impression que dans ma famille, chez moi, tout le monde était traité de la même manière, mon frère, ma soeur, moi. Tout allait bien et je voyais plutôt le truc sur les autres en fait, la difficulté au loin, dans des tribus lointaines où il y avait des problèmes et il a fallu que j'ai en fait un enfant pour me rendre compte de toute une série de choses. Notamment au moment de la grossesse dans laquelle là aussi je m'assignais, je rentrais dans un moule dans lequel il me semblait qu'il fallait rentrer et je le faisais presque parce que j'avais envie aussi de faire comme ça, enfin c'était assez étrange et j'ai eu le sentiment de déconstruire tout ça petit à petit et de me rendre compte qu'effectivement il y avait quand même énormément de boulot en fait et beaucoup de choses inscrites dans nos têtes qui étaient à bouger. Et donc j'ai fait ce petit chemin, je vais pas vous le raconter parce que c'est beau, c'est beaucoup trop long, mais il y a un an seulement, je passe en croyant donc avoir compris quand même pas mal de choses et avoir fait du chemin. Et là je passe le pont de Recouvrance, deux gars passent devant moi et au moment où on s'est déjà croisés en fait, et moi j'entends derrière salope et je me retourne et en fait le premier réflexe que j'ai eu c'est de regarder ma tenue. De regarder comment j'étais habillée. Et là, je me suis dit, oh, il y a encore du boulot chez moi. Il fait encore beaucoup de boulot. Parce que si c'est à moi, en premier, que je me reproche de venir de me faire traiter de salope, voilà. Le tableau suivant, on voudrait parler d'une émotion politique, d'un acte qu'on a choisi. Voilà. Quelque chose qu'on a revendiqué. Alors, c'est pas très simple de vous parler de ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intime, mais moi, j'ai fait un acte politique très fort, même si ça y ressemble pas. Voilà. J'ai eu des enfants. Et donc j'ai fait naître des enfants, j'ai accouché et alors pour commencer, quand j'ai été enceinte la première fois, j'ai eu l'impression de me transformer en lionne. Bon voilà, je sais pas. J'ai senti un fort pouvoir en moi. J'ai découvert que mon corps créait, voilà, je découvrais une autre capacité. Une autre puissance que nous avons les femmes. Et j'ai imaginé tout un truc sur mon accouchement. Je me suis beaucoup renseignée, tout ça.
j'avais rédigé ce qu'on appelle un projet de naissance et en fait le protocole médical a complètement bafoué ça. Je me suis retrouvée vraiment dans les mains, manipulée par ce protocole et j'en suis ressortie assez déçue. Bon, enfin, pas que, hein, parce que j'avais ma fille, j'étais contente, mais j'en suis ressortie quand même assez déçue parce que j'ai eu l'impression que cette puissance que j'avais pu avoir en moi avait fait un flop. Alors je me suis dit, quand je suis tombée enceinte une deuxième fois, que ça se passerait pas comme ça. Alors on a réfléchi à deux, à savoir comment ça pourrait se passer différemment. Et la solution qu'on a trouvée, c'était que j'accouche à la maison. Voilà. Donc je suis pas là du tout pour vous dire ouais, il faut accoucher à la maison, c'est pas ça mon message, mais finalement je me suis rendu compte que c'était un choix qu'il avait fallu faire. Et que ce choix, c'était pas forcément parce que je suis une babapoule et que je veux pas qu'on fasse de piqûres et tout ça, mais plutôt parce que j'avais envie de m'affranchir du protocole, de m'affranchir aussi du système hospitalier, des médecins, une forme d'humiliation, j'ai vécu sur mon premier accouchement aussi. Et puis ça m'a permis en plus de ça de découvrir le métier de sage-femme et de connaître le combat des sages-femmes, voilà. Parce que c'est un métier médical, mais pas que. Voilà. Sage-femme, c'est aussi un métier qui mériterait presque de rentrer dans le lot d'éducation populaire parce que ces personnes nous apprennent qui on est, ce dont on est capable. Et nous accompagnent, voilà, beaucoup plus que nous manipulent, nous maîtrisent. Voilà, c'était ça dont je voulais parler. Alors, donc le thème c'est émotion politique, acte posé. Et moi je vais vous parler d'un truc qui a l'air évidemment politique et très acte posé, mais qui n'était vraiment pas pour moi trop à l'époque, enfin en tout cas pas au début. Je vais vous raconter, ça va peut-être être un peu long, ça va aller. À l'époque, j'étais beaucoup dans les ateliers de mécanique vélo, de mécanique participative. Et ces ateliers vélo, ils étaient des fois hébergés dans des squats. À l'époque aussi, j'ai voulu un peu me professionnaliser dans le vélo, et pour faire ça, il a fallu que je fasse une formation. Et pour faire cette formation, ça voulait dire que j'allais pas avoir de sous. Parce que quand on est en formation, on n'a pas beaucoup de sous et tout. Et j'habitais à Paris. Et donc, l'idée de vivre en squat, pour moi, c'était un peu une solution pratique. Ok, je vais vivre dans un lieu où c'est gratuit, ce qui va pouvoir me permettre de faire cette formation. Et donc, je me suis rapprochée d'un petit collectif squatteur que j'avais entendu parler comme ça dans l'atelier vélo. Et ils m'ont dit, ouais, ok, on a de la place, t'as qu'à venir, et puis comme ça, tu feras un atelier vélo. Et donc, je me suis retrouvée à squatter, quoi. C'était quand même quelque chose de, a priori, assez hors norme. Mais voilà, pour moi, c'était un peu par défaut. Et puis, je me suis retrouvée dans ce bâtiment, une ancienne manufacture de chaussures, avec une super verrière, super bâtiment, plein Paris et tout. Avec une dizaine de gens qui sont devenus mes potes. Et puis, on a vachement fait trucs dans ce lieu. On a ouvert le lieu, on a fait des activités. Il y avait l'atelier vélo. On faisait des crêpes le dimanche, bien qu'on était à Paris, pas en Bretagne, mais on faisait quand même. On accueillait du théâtre, du shiatsu, du cinéma. Il y avait des gens qui venaient tourner des trucs. On avait vraiment l'impression de faire quelque chose de bien, quoi. Nous, naïvement, on se disait que c'était quand même pas mal ce qu'on faisait, quoi. On invitait les gamins, t'avais les gamins qui venaient du quartier à côté, enfin ça marchait bien. Mais bon, t'as quand même le fait que t'es dans un lieu que tu t'occupes illégalement, donc t'as une propriétaire. Et ce propriétaire, bizarrement, elle était pas trop d'accord avec ce qu'on faisait et nous a mis un procès. Elle nous a mis un procès aux fesses. Et donc dans ce cas-là, quand tu t'entends que la propriétaire va faire un procès, quand t'es en collectif squatter, tu te réunis. Bon, et tu parles, et tu réfléchis, puis t'écoutes, et tu parles aux anciens,
et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et la stratégie, c'était de faire en sorte que quand l'huissier passe pour attester d'une occupation illégale, qu'il n'y ait que les gens qui sont déjà hors normes, qui sont déjà hors la loi, qui sont déjà foutus, qui sont déjà cramés, grillés, que c'est foutu pour eux, bah une amende de plus, un procès de plus, c'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Et là, je me suis dit, en fait, ces jours-là, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de faire partie de ça. Et j'avais aussi envie d'assumer le fait que, ouais, j'ai squatté. Et j'ai squatté pour dire que le logement, c'est n'importe quoi, cette histoire, que la proprio, elle garde ce bâtiment vide, parce que ça lui revient moins cher que de le vendre. Enfin, il y a des histoires de spéculation derrière, alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle et qui n'arrivent pas à se loger dans Paris. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai envie de mettre mon nom sur cette procédure et j'ai envie de dire à la propriétaire, non, je suis pas là juste pour rigoler, je suis là pour dire que c'est complètement con, quoi. Et je me suis pris 18 000 € d'amende, solidairement, avec mes petits copains camarades, qui étaient déjà grillés. Et comment j'ai réussi à faire ça, en fait, c'est parce que, on était plusieurs et on m'avait vachement informé, on avait vachement parlé. Et c'est ça que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce qui a l'air d'être un truc complètement suicidaire, de se prendre 18 000 € d'amende, et en fait, tu l'as réfléchi, et c'est un levier, le procès, le squatter, c'est un levier qui n'est pas si qui est pas si suicidaire en fait. Et ça, tu l'apprends grâce à cette expérience collective et grâce à cette lutte qui s'est construite au fil des ans. Voilà. Et comment tu fais aujourd'hui par rapport à ces 18 000 €? Et comment je fais aujourd'hui, c'est que j'ai été un petit peu au RSA. Maintenant, je suis un peu plus que le SMIC. Et il est, selon le oui-dire, quoi, c'est que quand t'as pas de sous, t'as pas trop de sous, et les huissiers viennent pas te prendre ton revenu. Il paraît que quand t'es au RSA, en gros, on vient pas te prendre ton revenu minimum parce que sinon c'est inhumain. Enfin, il y a un truc comme ça. Et il s'avère que c'était il y a 10 ans et qu'on n'est jamais venu me chercher. Voilà. Donc en gros, c'est rien d'écrit, ça. Tu le trouves pas dans les livres, hein. Tu le trouves pas dans la jurisprudence. Tu le trouves dans ce qu'on te parle dans le milieu des gens qui font ça. Voilà. Donc allez-y. Alors, ça part d'une... j'ai fait une formation professionnelle il n'y a pas si longtemps, autour de l'éducation populaire, et en fait, il y avait un topo à un moment sur le syndicalisme, et en fait, évidemment, j'ai été convaincue tout de suite. Donc je sors de la formation, paf, je prends ma carte, direct. Et au boulot, tout allait bien, voilà, je le faisais vraiment par conviction. Au fur et à mesure de mon travail, j'ai commencé à revendiquer des droits, finalement. Parce qu'en fait, j'allais aux réunions syndicales et qu'aux réunions syndicales, on apprend des trucs quand même, quoi. Je suis dans un syndicat en plus autogéré, tout ça, donc on se transmet, quoi. Et j'ai commencé à découvrir les majorations sur les heures sup, les repos hebdomadaires, des roulements de carrière, ancienneté. Enfin, j'ai commencé à savoir en fait ce que c'était le droit du travail et je me suis rendu compte que je n'y connaissais absolument rien du droit du travail. Et donc j'ai commencé à revendiquer les droits. Et là, à partir de ce moment-là, c'était un peu plus compliqué. Je travaillais dans une toute petite association où j'étais la seule salariée permanente 35 heures et il y avait des vacataires, mais j'étais un peu le pilier, on va dire, de l'asso. Et quand j'ai commencé, un truc que j'ai revendiqué, c'était que je voulais avoir une collègue de boulot parce que, au bout d'un moment, c'était vraiment chargé, il y avait vraiment énormément de choses à faire. Et puis, il fallait être hyper polyvalente. Puis, au bout d'un moment, je suis un peu coincée. Et puis en plus, je savais qu'il y avait des sous parce que je gérais les comptes aussi. Donc je savais que c'était possible, en tout cas, d'avoir un contrat aidé. Et la réponse du CA, elle a été assez brutale, c'est qu'ils ont hyper mal réagi. J'ai pas d'ailleurs compris. Et puis, en tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était vraiment trop compliqué d'avoir une deuxième personne salariée, que c'était beaucoup trop de responsabilités. D'accord. Oui. Je peux l'entendre, mais sauf que comment on fait, quoi. Je pouvais pas tout porter tout le temps. Et en fait, ça a dégénéré. Il y a eu vraiment un rapport de force. Et ben là, je me suis appuyée sur mon syndicat. Alors là, ça m'a vraiment servi.
parce que je voulais défendre mes droits et qu'au bout d'un moment, je dis bah non, mais mes conditions de travail, elles sont pas correctes, quoi. Je peux pas faire autant de choses, avoir autant de responsabilités. En plus, j'étais hyper mal payée. Enfin voilà, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Après, ça s'explique parce que c'est une asso où j'étais bénévole, j'ai fait tous les postes possibles et imaginables, j'étais en CDD, vacataire, 3 heures par semaine, après, je sais plus, j'en montais au fur et à mesure, après un contrat aidé à 35 heures, et puis pour finir, le Graal, CDI, 35 heures. Et en fait, on se dit, bah, c'est trop cool de bosser, j'étais animatrice télé, donc c'est un métier qui n'est pas très courant. Donc c'est assez rare d'être en CDI 35 heures pour faire ça, quoi. Donc je me suis écrasée pendant des années parce que je me disais, ah, c'est vraiment trop bien ce métier, c'est hyper rare, et ben voilà, t'es payé un peu au-dessus du SMIC, mais profites-en, quoi. Bon, j'en ai eu marre et je me suis dit, bah non, ma qualification, elle n'est pas ce que j'ai, donc je revendique. Et puis bon, au bout d'un moment, ça faisait longtemps que je faisais ça et je voulais aussi un peu partir. Et là, je me suis bagarrée. Alors là, j'ai un peu lâché les chevaux et j'ai un peu potassé sur le droit du travail. Et le syndicat, là, m'a vraiment aidé et m'a vraiment soutenu. Qui m'a dit, mais non, mais c'est pas du tout, c'est absolument inadmissible que tu sois payé tant alors que tu as telle responsabilité, tel truc, tu devrais être cette top qualification. J'ai eu du mal à le croire. Et je crois que je le crois juste maintenant parce que je suis partie. Mais j'avais vraiment du mal à défendre mon truc, je dois être payé tant, quoi. En tout cas, le fait de me syndiquer, eh ben c'est comme si ça me révélait ce que je faisais finalement et ça m'a vachement revalorisé. Mon CA par exemple me dit mais non, t'es juste une exécutante, on te dit voilà ça et tu fais, quoi. Et j'avais vraiment du mal à savoir la valeur que pouvait avoir le métier que j'exerçais. Et je me suis bien bagarrée quand même. Toute cette affaire, là, je suis partie, ça fait un an et demi, beaucoup d'un an. Et je suis assez fière quand même de cette bataille. Et je dis quand même merci au syndicat. Moi, l'émotion politique dont je vais parler, c'est la joie. Il y a un peu moins d'un an, le projet immobilier qui avait lieu à l'avenir a été retiré. Quelle journée! Quelle joie j'ai eu toute la journée, on avait gagné. Et donc dès que je croisais un copain, un collègue de boulot, je disais ah c'est bon, on a gagné. La mode, ils ont retiré leur projet immobilier. Et ça fait vachement de bien. La joie d'avoir une victoire sur un combat politique, c'est énorme. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le cultive. On en a besoin de cette joie. Il faut qu'on recherche ces petites victoires qui vont nous... Ces victoires, la grande victoire, le retrait du projet immobilier juste en face là-bas. Et qu'on recherche ces victoires pour se donner l'envie de continuer. Et là, depuis, il se passe plein de trucs auxquels je regrette de ne pas avoir pu continuer. Là, si j'avais été bien investi, j'aurais appris à faire de la maçonnerie aujourd'hui. Et ça aurait été bien. Ces petites victoires, il faut vraiment qu'on les cultive en tant qu'on... Et de la charpente la semaine prochaine. Ces victoires, il faut vraiment qu'on les cultive et qu'on en soit fier et qu'on les fête. Parce que c'est ça qui va nous donner la force de continuer. Et donc, en tant que militant, maintenant, je vais essayer de rechercher ces victoires en se disant que c'est pas toujours l'absolu qu'on vient de gagner, mais trouver la satisfaction dans les petites victoires aussi pour retrouver cette joie qui m'a habité toute une journée et qui me porte encore, je pense. Et je passe à l'émancipation. Alors moi, l'émancipation,
L'émancipation, c'est sortir de la case dans laquelle on est assigné. Moi, je fais des études de STAPS, donc les ouvrages intellectuels, j'y avais pas beaucoup accès. Et donc mon émancipation, elle est sur ça, là, pour accéder à des savoirs intellectuels. Et j'ai trouvé une technique qui va me permettre de faire ça, c'est l'arpentage. C'est une technique de lecture collective. Alors ça peut paraître un peu bizarre sur un spectacle où quand même le but c'est de revendiquer l'importance de nos savoirs de vie, de nos expériences, et de revendiquer la parole de chacun pour construire une pensée collective. Parce que là tout d'un coup, au moment de l'émancipation, je viens de parler du savoir intellectuel. Pour moi c'est pas paradoxal en fait, j'ai l'impression qu'on a besoin des deux, à la fois de revendiquer le savoir qu'on porte par nos vies, mais que c'est pas une raison pour rejeter les savoirs intellectuels. Et moi, en ce moment, j'ai envie et j'ai besoin d'avoir accès à ça. Et en plus, l'arpentage, c'est une façon d'y parvenir qui porte aussi ce qu'on essaye de faire là avec cette conférence, puisque c'est une technique de lecture collective. Donc déjà ça me permet de lire des livres que je ne pourrais pas lire seul. Je sais lire des romans, ça je sais faire. Je ne sais pas lire des thèses ou des essais. Et le collectif me le permet puisque j'ai 20 pages à lire. Et quand on se retrouve avec les copains, les camarades, les copines, pour lire cet ouvrage, on ne fait pas un résumé. On vient dire aux autres ce qui nous a touché, ce qu'on en retire, ce qu'on a envie de partager. Et là aussi, on fait des allers-retours entre la pensée de l'auteur et nos vies, et à quoi ça nous fait écho. Et du coup, ça me permet lier à la fois mon aspiration à accéder à des pensées politiques et des pensées intellectuelles, et à la fois le relier à ce qu'on a vécu. Et du coup, jeudi prochain, on se retrouve pour arpenter un bouquin de Crawford qui s'appelle L'éloge du carburateur. Et si c'est le bouquin de Chevensen, moi je pense que même si on a parlé plein de fois, j'aurais pas trouvé le temps et la motivation de le lire. Et là, grâce à l'arpentage, c'est le cas. Et donc Mado a pu découper son bouquin, son passage de livre hier. Donc si vous voulez vous émanciper du savoir intellectuel avec moi et avec les autres, jeudi 28, on arpente l'éloge du carburateur, et je peux vous passer un morceau de... À 19h au Télévien, il faut que vous passiez me voir tout à l'heure, parce qu'il faut que vous ayez lu un passage avant. On le dit pas en direct, on discute. Faut avoir lu avant en fait, le mercredi soir à peu près. Moi je vais embrayer sur un sujet de prédilection, deux de mes sujets de prédilection, à savoir le féminisme et comment ça. Voilà, moi j'ai fait des études qui m'ont permis de travailler sur l'histoire du costume, mais il a fallu 10 ans plus tard. L'histoire du costume, et puis dans ce cadre-là, j'ai réussi à lire un essai en entier d'une historienne féministe qui se pose tout un tas de questions sur comment sont sapées les femmes et pourquoi, comment, tout ça. Mais il m'a fallu quand même un certain nombre d'années et me retrouver à bosser dans une friperie associative pour rencontrer une nana qui un jour m'a dit, moi, le soutif, j'ai arrêté. Ah ouais, ok, ouais, c'est vrai, après tout, pourquoi pas. Et puis j'en ai parlé autour de moi, tu sais quoi, je connais une nana, elle a arrêté de porter un soutif, ah ouais, pourtant elle a une bonne poitrine, Alors, je me suis retrouvée avec mes copines, ah non, mais moi je pourrais pas, c'est pas possible, moi ça me fait trop mal, non, plus machin. Du coup, je me suis dit, allez, je me lance. Bon, moi c'était un peu fastoche.
Mais je me suis quand même rendu compte qu'il y avait le regard des gens, quoi. Un peu, on s'est mis à me regarder par là, parce que ça se voit. Et puis alors j'ai repensé à cette historienne et je me suis rendu compte que finalement, dans l'histoire du costume, les femmes n'ont pas toujours eu des structures au niveau de la poitrine. Le corset il s'arrêtait là. On n'a pas toujours eu quelque chose pour avoir des seins ronds, pour avoir des seins lisses. Parce qu'actuellement les soutiens-gorge sont coqués, on ne voit plus les tétons. Et c'est vrai que finalement aujourd'hui, à bien y réfléchir, le soutien-gorge efface complètement cette partie de notre corps. Donc voilà, moi c'est mon travail actuel. Je vire mon soutif. Je ne dis pas que je le fais toujours parce qu'il y a des fois je ne suis pas très à l'aise. Parce qu'effectivement, mes seins se voient plus. Quand j'ai froid, quand je cours. Et j'avoue que voilà, il y a des moments où je me dis non là sérieusement, faut pas que j'attire trop l'attention. Voilà. Donc là par contre, mesdames, je vous encourage à prendre cette liberté-là, parce qu'on a l'impression, c'est un peu comme nager nu dans la mer. Voilà, super agréable. Bon, alors, on va enchaîner. J'ai pas retiré mon soutif ce soir, mais on y va. Donc, émancipation. Pour moi, c'est aussi une de mes marottes. Je vais vous parler d'une marotte. Émancipation, pour moi, c'est égal vélo. Voilà. Comment ça s'est passé pour moi, l'émancipation via le vélo? Et ben, ça s'est passé que je vais vous raconter un peu le contexte d'où je viens avant, quoi. Avant que je rencontre le vélo, j'étais enquêtrice vacataire pour un certain nombre de comptes de sociétés, d'entreprises, dont Total. Et donc mon boulot c'était quoi? C'était d'appeler le personnel de Total et dire avez-vous la Total attitude? C'était et puis c'était de compter les camions devant Leclerc pour voir il y avait combien de camions qui allaient faire le plein à Leclerc, et ça je renvoyais les infos à Total. C'était d'aller sur les aéroports pour voir si les Coréens ils achetaient du Chanel, etc. Donc c'était un boulot qui n'était pas super satisfaisant et qui était vraiment donc est issu quoi de la société où on est, et qui est vachement basé quand même sur le produit pétrolier et tout ça. Un peu grave. Et puis j'ai rencontré des gens qui gravitaient autour du vélo, des ateliers vélo et de ce qu'on appelle la Vélorussion. Et pour moi la Vélorussion c'est pas juste la manif que vous avez peut-être pu voir à Brest de temps en temps, qui est une manif à vélo où on dit le vélo c'est pas assez pour... c'est pas assez pris en compte, c'est pas assez pris en compte dans l'espace public et tout ça. Pour moi, le vélo, c'est vachement plus que ça. C'est un outil d'émancipation. C'est un outil d'émancipation vis-à-vis de sa société qui va trop vite. C'est un outil d'émancipation vis-à-vis de sa société où tu es dans une voiture et où tu es dans une caisse que tu sais pas réparer, que tu comprends pas, qui tombe en panne, qui coûte cher, qui te fait devoir travailler pour justement Total, etc. Et ben moi, ce vélo, ça m'a permis en fait de changer de vie. Et changer de vie, c'est un peu ça, s'émanciper, quoi. C'est s'émanciper de ce qu'on nous dit de faire, de ce qu'on nous dit de vivre. Et vive le vélo! Alors moi, j'ai pas vraiment d'outil d'émancipation, mais j'ai un truc sur quoi je travaille en ce moment. Il y a quelques jours, en fait, dimanche matin exactement, j'ai appelé mon père. Ça faisait un mois et demi que je n'avais pas appelé, j'avais pas de nouvelles. Et la première chose qu'il m'a dite, avant même de me demander si ça allait bien, ça a été oh Sébastien, je sais, ça fait longtemps que je ne t'ai pas appelé, mais j'ose plus t'appeler, j'ai peur de t'appeler, parce que enfin, voilà, je m'inquiète pour toi, je sais que tu n'as pas de travail, pas de situation stable, et j'ai peur que quand je t'appelle, tu me dises que tu n'as pas de situation stable, et j'ose plus en fait t'appeler. Rassure-moi, dis-moi que tu vas avoir une situation stable et que tu sais où tu vas.
Moi, ça m'a fait un peu bizarre. C'est vrai, il y a 3 ans, j'ai arrêté mon emploi, parce que je ne m'y retrouvais plus. J'ai changé pas mal de choses, j'ai changé de ville, j'ai changé d'amis, j'ai changé de façon d'habiller, j'ai changé vraiment pas mal de choses. Mais en même temps, aujourd'hui, je sais où je vais. Je crois que je sais où je vais. Faire des moments comme cela, d'éducation populaire, même si le mot est compliqué, écrire sur ces sujets, c'est des choses qui me passionnent et que j'ai envie de faire. Je ne sais pas comment j'ai envie, je ne sais pas encore, mais par contre je sais ce qui me touche et ce que j'ai envie de faire, et j'ai pas d'emploi, ça c'est clair. Aujourd'hui j'ai pas d'emploi, et je sens une pression sociale, parce que je suis un feignant, je sais pas. Je sens une pression familiale, d'habitude, du fait que j'ai pas cette situation qui est attendue. Et voilà, et je travaille à m'en émanciper. C'est ça que je fais en ce moment. Alors moi, l'émancipation, du coup, je vais parler plutôt de la prise de parole. Donc j'étais la petite fille timide à l'école. Alors je suis toujours timide, je rougis toujours, je transpire, je machin, je stresse dès que j'ai la parole à prendre. Mais j'ai décidé de la prendre quand même. Et en fait c'est assez progressif, c'est-à-dire quand je suis sortie de l'école, j'avais toujours cette attitude où il y avait, j'ai commencé à travailler, quand je me suis retrouvée dans des réunions de travail, je prenais pas la parole, je me mettais un petit peu à part, j'écoutais, et à l'intérieur de moi ça bouillonnait, dès que j'étais pas d'accord, que machin, mais je pouvais pas. Ça arrivait pas, ou alors si ça sortait c'était très violent, donc c'était pas très productif. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler au PS Guérin, c'était il y a quelques années, 5 ans. J'ai rencontré des gens qui étaient vachement chouettes en fait, et j'ai travaillé dans un univers où il n'y avait pas, où on avait vraiment envie de bosser, on savait vraiment pourquoi on faisait les trucs, et du coup on n'était pas du tout dans un univers non plus avec un chef, avec on avait envie de faire des choses ensemble, et en fait ça m'a donné énormément de confiance. Ça m'a permis de pouvoir m'exprimer en fait dans les réunions de travail de manière normale, et même après à me retrouver en situation d'animer une assemblée générale par exemple, avec genre 80 personnes devant, ou alors avec un stress, avec un truc, mais en fait un réel plaisir à le faire, et un truc de j'ai envie de recommencer, et un espèce je pense que j'ai accumulé de la frustration et que du coup je sais pas comment le dire, mais en tout cas il y a le fait, je pense, d'accepter aussi qu'on dit plein de conneries et que c'est pas grave, faut les dire en fait, et que sans doute c'était aussi une volonté d'être un peu parfaite, et le fait de ne rien dire, au moins on prend aucun risque, on se trompe jamais et on peut jamais être remis en cause, quoi. Et aujourd'hui, moi je m'investis dans l'association Piquet qui organise la kermesse là, et donc je me retrouve aussi à faire de la radio. C'est pareil, ça me stresse, je suis rouge, ça passe pas à la radio le côté rouge, donc c'est pas mal. Mais je continue à dire des conneries, je sais pas faire, mais je trouve ça super en fait, l'idée de c'est pas grave, on y va, on crée un truc, et puis voilà, ce côté-là de se dire que allons-y quoi. On n'est pas parfait, mais si je vais vous dire quand même, je vais finir par devenir une dominante de la parole. Vous avez vu comment j'ai du mal à lâcher le micro.
Moi aussi, je vais parler des prises de parole. Et je vais revenir à la fameuse formation professionnelle que j'ai faite autour du pop et où il y avait beaucoup d'outils, de méthodes pour réguler un peu la parole. Et ça m'a... c'est trop bien, je peux enfin parler. Parce que j'étais aussi un peu timide, c'était pas facile de prendre la parole. Et du coup, de créer un cadre sécurisé de prise de parole, et ben, enfin, je pouvais parler, quoi. Enfin, on n'allait pas me couper, on n'allait pas parler plus fort que moi, enfin voilà. Et ce truc-là, ça a été une espèce de révélation, c'était super chouette. Et j'ai commencé à le transmettre aussi. Je me dis, ben, il faut le transmettre, justement, il faut le faire vivre aux autres. Et j'ai commencé à animer des réunions avec un cadre. C'est un peu frustrant pour les grandes gueules, par exemple, parce que du coup, ils doivent la fermer, quoi. Et donc, des fois, c'est un peu sport, il y a un peu de résistance. Mais en tout cas, de le transmettre et de l'expérimenter, de le faire vivre aux autres, il y a eu vachement de retours. C'est vraiment bien, voilà, c'est incroyable comment il y a une espèce de liberté qui s'installe. Et voilà. Et ben maintenant, je m'efforce toujours de réfléchir à comment on prend la parole, comment on permet de prendre la parole. C'est un peu mon petit combat quotidien.